Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, un constat des trous de diverses tailles à ciel ouvert. C'est le bien triste paysage qu'offrent certaines parties de la région du sud-ouest qui est depuis quelques années le point de convergence de chercheurs d'or. Que reste-t-il des sites une fois leur butin en poche? Le revers de la ruée vers l'or, c'est l'un des dossiers à suivre dans ce journal. Le Japon s'implique dans la dynamisation de la vie du musée des arts et savoirs Mossi, situé à Bazoulé, dans le département de Tanguay-Dassouri, province du Kadiogo. Le musée manque de visibilité depuis 2012, année de sa création. Le département en charge de la culture peut compter sur un appui de la coopération japonaise qui se décline sous plusieurs formes. Nous le verrons dans quelques instants. Réveil brutal ce dimanche matin au Kenya. Un Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines reliant Addis Abeba en Éthiopie à Nairobi au Kenya s'est écrasé quelques minutes seulement après son décollage. L'avion de ligne transportait 149 passagers et 8 membres d'équipage. Selon le porte-parole de la compagnie, il n'y a aucun survivant. Bienvenue à tous. Le ministre en charge du commerce félicitait en début de semaine sur nos antennes de l'enlèvement de milliers de kilogrammes de sucre qui souffraient de mévente à la SN Sosuco. Et pour cause, la sucrière du Burkina est secouée par une crise liée à la commercialisation de ses produits. Jusque-là, les solutions trouvées sont ponctuelles. Comment arriver à des solutions pérennes? Élément de réponse avec Drissa Traoré et Moumouni Barro. Depuis quelques années, la SN Sosuco traverse de graves crises de commercialisation de ses produits. Et pourtant, elle ne produit que 30% de la consommation nationale. Le ministère a pesé de tout son poids pour que nos clients, les commerçants, prennent préférentiellement le sucre de la SN Sosuco. Mais entre-temps, en début novembre, nous avons commencé la campagne 2018-2019. Et à ce jour, pour cette campagne, nous avons déjà produit 23 000 tonnes de sucre, plus de 23 000 tonnes de sucre, dont nous n'avons vendu aucun gramme. Et si bien qu'aujourd'hui, si on ajoute le peu qui reste, environ 700 tonnes de l'ancien stock, nous avons aujourd'hui 24 000 tonnes de sucre à vendre. 24 000 tonnes de sucre à vendre, dont 700 issus de la campagne 2017-2018. Mais pour le ministère du Commerce, certes, la nationale sucrière connaît des difficultés. Toutefois, l'on ne peut pas parler de mévente. Il y a mévente lorsque, au cours de la période, l'entreprise n'arrive pas à écouler la production et qu'elle est amenée peut-être à écouler la même production au cours de la nouvelle campagne. Ce qui n'est pas le cas pour la SN Sosuco. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le stock global qu'il y a chez nous, ce n'est pas 24 000 tonnes à vendre là, c'est pratiquement 32 000 tonnes que nous avons dans nos magasins. Dans ces 32 000 tonnes, 8 000 tonnes appartiennent effectivement à nos clients. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est que nous sommes à 2 mois et demi de Ramadan. C'est au Ramadan qu'on vend le plus. Si déjà ceux qui doivent acheter avec nous ont 8 000 tonnes pour vendre pendant le Ramadan, je ne sais pas s'ils vont faire de nouveaux achats avant d'avoir liquidé placé ces 8 000 tonnes. La situation est préoccupante pour le directeur général de la Sosuco et la question de la valeur de référence au profit des importateurs est pour lui une disposition qui menace la survie de son entreprise. Lorsqu'on nous dénonçons cette valeur de référence, on nous dit non, le sucre étant d'un certain prix sur le marché international, si on ne pratique pas cette valeur, ça va revenir trop cher pour les consommateurs. Donc il faut aussi penser aux consommateurs. J'ai dit d'accord, c'est bien, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'amour du consommateur ne peut s'exprimer qu'avec les marchandises importées. Le directeur du guichet unique du commerce rassure que la valeur de référence est une disposition transitoire pour une période bien donnée. Pour l'instant, la Sosuco tente d'apporter des solutions endogènes. Nous avons décidé d'ouvrir des boutiques témoins. Dans les différentes régions, nous avons commencé, nous sommes aujourd'hui à pratiquement 5 boutiques. Et nous allons continuer à les ouvrir partout où nous sentons que notre sucre n'est pas sur le marché pour que ça soit à la disposition des consommateurs. Et le ministère a pris à bras le corps cette préoccupation. Et nous avons travaillé avec les différents acteurs, aussi bien la SN Sosuco, le ministère en charge des Finances, notamment la Direction générale des douanes,
et les différents distributeurs de sucre au niveau national. Les 3000 employés venant des 4 coins du Burkina Faso, selon le directeur général de la Sosuco, leur activité est menacée si rien n'est fait pour sauver l'entreprise. Ils ont une lourde mission en ce sens qu'ils ont en charge la transmission des connaissances et des méthodes de raisonnement. Les enseignants du Burkina sont particulièrement éprouvés ces dernières années par diverses attaques à leur encontre. Leur abnégation et leur résilience sont saluées par la nation entière. C'était à travers une cérémonie de décoration que leur organisent les départements de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Le récit de Rasmane Zoundi avec Vincent Kendrobebo. Jour de récompense pour les acteurs de l'éducation nationale. Ce sont au total 344 enseignants qui reçoivent ici des distinctions. Les uns sont faits officiers et les autres chevaliers dans l'ordre des palmes académiques avec des cas à titre posthume. Des distinctions pour rendre hommage aux hommes et femmes qui se battent au service de l'éducation nationale. C'est quand même un moment très important dans la vie d'un travailleur. Surtout pour ceux qui sont dans le secteur de l'éducation. Nous connaissons tous les défis qui se posent dans notre pays en matière de quantité, en matière de qualité et surtout en matière aussi de conditions de travail et de vie du monde de l'éducation. Le gouvernement du Burkina Faso est reconnaissant par rapport aux efforts qui sont fournis au quotidien pour faire en sorte que les enfants de notre pays aient accès à une éducation, mais à une éducation de qualité. J'ai vraiment un sentiment de joie, de fierté d'être parmi ces multiples personnes qui ont reçu une distinction aujourd'hui. Bon, après 17 ans de service, et mes mérites ont été reconnus, je rends grâce à Dieu. En tout cas, c'est un sentiment de joie qui m'anime et je profite de l'occasion éventuellement pour remercier de l'ensemble de tous ceux qui ont apporté leur concours dans ce que nous faisons et ce qui nous a permis éventuellement d'être là ce soir pour recevoir le mérite de la nation entière. Cette cérémonie de décoration a lieu dans le cadre de la Journée mondiale des enseignants, normalement célébrée le 5 octobre. Parents, amis et collègues sont venus féliciter les récipiendaires qui repartent chargés de médailles. Restons encore avec l'éducation et cette pratique que l'on adopte ou pas, l'intégration des TIC dans l'enseignement au primaire. Depuis 3 ans, une école de la ville de Sia l'expérimente avec des résultats probants. Allons à la découverte de ce système d'apprentissage nouvelle génération avec Kassoum Milogo et Karim Sissé. L'intégration de l'ordinateur dans l'enseignement au primaire, une innovation et une réalité ici à l'école Kamalfa. Et là, nous sommes dans la classe de Safiatou Kassa. Si l'enfant vient nouvellement, on l'aide à s'asseoir devant l'ordinateur, on montre à l'enfant comment attraper la souris, comment manipuler la souris et ainsi de suite. L'enfant va s'adapter avec le temps. La manière de dispenser les cours diffère de celle du système classique. Tous les cours sont déjà dans l'ordinateur. Le système intègre aussi des enseignants virtuels. Nous sommes des assistantes pour aider seulement les enfants. Voilà, notre rôle, c'est de motiver l'enfant à exécuter le travail qu'il est en train de mener. Ce que nous faisons dans nos écoles classiques, ce sont ces mêmes cours qui sont dans les ordinateurs. À noter que chaque élève évolue en fonction de sa capacité de compréhension des cours et de son rythme d'apprentissage. L'enfant, qu'il soit lent, moyen ou rapide, il prend toujours le temps nécessaire pour exécuter son travail. Voilà. Par exemple, si un enfant est malade, son professeur, son enseignant va l'attendre. Quand il sera guéri, ils vont continuer. Mohamed Beyen est un élève inspecteur qui travaille sur l'intégration des TIC dans l'alphabétisation au Burkina Faso. Pour lui, le système d'enseignement de Kamalfa est non seulement impressionnant, mais aussi avantageux. De plus en plus, aucun enseignant de ce monde ne peut se vanter de pouvoir communiquer suffisamment de contenu à son élève, aussi érudit fut-il. Le deuxième avantage, c'est que de plus en plus nous parlons de méthodes actives. Les enseignants se demandent dans les classes pour rendre actives les leçons sans y parvenir. Mais avec l'ordinateur, par exemple, alors
Les images sont là, les mises en scène sont là, les réalités de nos contrées et d'autres contrées peuvent être transformées sous forme de support numérique et utilisées pour rendre plus actif l'apprentissage. Les parents d'élèves qui ont leurs enfants inscrits dans cette école louent cette nouvelle méthode d'apprentissage. Ils trouvent que cette méthode rend un grand service aux élèves. Ce qui m'a motivé à amener ma fille à l'école ici, c'est parce qu'on apprend à l'élève dès le bas âge à apprendre l'informatique. Ce que mes enfants arrivent à faire, les autres qui sont inscrits ailleurs n'arrivent pas à le faire. Même les répétiteurs me disent ça. Aussi, ils sont plus forts que leurs grands frères dans la manipulation de l'ordinateur. Cette année, l'école Kamalfa compte 3 classes qui sont le CP1, le CP2 et le CE1. Elle a un effectif de 54 élèves, dont 24 filles. La contribution de l'ENARC à la cohésion sociale au Burkina Faso. Le bureau des élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature a choisi de se pencher sur ce qui fait l'actualité pour ces activités socioculturelles. Et depuis le 7 mars dernier, les élèves de l'ENAM déroulent un chapelet d'activités, toutes en rapport avec la sécurité, la paix et la cohésion. On en sait plus avec Daouda Ouattara et Vincent Kedroubego. C'est une cérémonie qui a réuni élèves et personnel de l'École nationale d'administration et de magistrature. L'ENAM lance ainsi officiellement ses activités socio-culturelles de l'année en présence de personnalités politiques et administratives. Ces journées d'activités socio-culturelles sont placées sous le thème de la contribution de l'ENARC à la cohésion sociale au Burkina Faso. Nous avons voulu greffer les activités entrant dans le cadre de la commémoration du 8 mars. Et quand vous voyez un peu la commémoration du 8 mars, en fait, ce thème-là ressort. C'est compte tenu du contexte national que nous avons voulu bien partager cette célébration-là avec nos camarades ENARC ici. Je pense que ça nous concerne tous, individuellement, collectivement. Ça concerne les institutions étatiques, ça concerne les institutions non étatiques. Et vraiment, c'est une interpellation qui nous amène à regarder ensemble comment nous faisons pour ressouder les liens, comment nous faisons pour relever les défis de la paix et de l'unité des fils et filles du Burkina Faso. Ces activités commencent par une conférence publique sur le thème animé par Nicolas Zemané. À l'occasion, le bureau des élèves a fait don d'un lot de médicaments à l'infirmerie de l'école. Et le parrain de leur emboîter le pas avec une enveloppe de 300 000 francs CFA pour mieux approvisionner cette infirmerie. Et les femmes de l'arrondissement 1 de la ville de Ouagadougou ont choisi de rendre hommage à un homme, à la personne du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Il est lui-même ressortissant de quartier Samadin et la maison des jeunes de ce quartier leur a servi de cadre pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes. Les détails avec Konsoum Koulibaly et Estelle Judith Assokba. La maison des jeunes de Samandin, c'est ici que les femmes de l'arrondissement 1 commémorent la 162e journée internationale de la femme en différé. Et leur invité de marque, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, accueilli sur l'air de la cérémonie sous un tonnerre d'applaudissements. L'hymne national entonné en chœur annonce les couleurs de la célébration. La présidente de l'association des femmes, la secrétaire générale des femmes MPP et le maire de l'arrondissement 1 ont tous souhaité la bienvenue au président Bala Sakandé et le remercient pour toutes les actions qu'il mène en faveur des femmes de cet arrondissement. Depuis qu'elles sont au pouvoir, les nouvelles autorités se sont engagées à essuyer les larmes des femmes. Nous les remercions beaucoup et nous souhaitons qu'il ait la paix et l'entente dans notre pays. Pour le président Bala Sakandé, la célébration du 8 mars en différé avec ses femmes fut un grand plaisir. Donc ça a été un plaisir pour moi en tout cas d'accepter cette invitation et de venir commémorer la journée du 8 mars avec toutes les mamans du quartier. Et pour moi c'est des retrouvailles, il y en a que j'ai vu, ça fait un bail.
Et donc, vraiment, je me retrouve en famille. L'occasion faisant le larron, le président de l'Assemblée nationale a annoncé d'autres formes de soutien à ces femmes. Nous avons négocié avec une des connaissances de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, qui dispose d'une structure de microcrédit, de microfinance, et qui a donné en tout cas son accord de principe pour donner des prêts sans garantie aux femmes de l'arrondissement à hauteur de 10 millions. Donc c'est ce que j'ai tenu en tout cas à leur annoncer. Avant de prendre congé de ses hôtes, le président Bala Sakandé réitère son engagement et son soutien aux femmes de cet arrondissement et rendez-vous est pris pour la 163e journée internationale de la femme. À la suite de cette édition, cap sur la région du Sud-Ouest qui accueille de plus en plus de chercheurs d'or. Le métal jaune est exploité dans cette partie du pays de façon artisanale avec ses conséquences sur l'environnement. Déforestation, trous béants, eau stagnante, le tableau est des plus désolants. Suivez ce dossier que signe Alassane Bani et Isia Kanana. Des trous béants à perte de vue. Nous sommes ici à Gongombiro, un village situé à quelques encablures de la commune de Komblora. Des galeries abandonnées par les orpailleurs après la recherche du métal jaune, partis ailleurs pour d'autres aventures au grand désarroi des riverains. Nous avons demandé le terrain pour construire notre maison pour y habiter. Eux, ils veulent chercher leur or. Comme nous ne sommes pas des propriétaires terriens, lorsqu'on se plaint, ils voient en cela une provocation. Sincèrement, c'est très dangereux pour nous. Nous avons des petits-enfants. Si par mégarde ils tombent dans ces fosses à notre absence, ils peuvent se fracturer la jambe ou pire, ils peuvent s'y noyer en saison pluvieuse. Nous nous sommes opposés à plusieurs reprises, mais les propriétaires terriens ne nous écoutent même pas. Pour eux, c'est leur argent qui les intéresse. Appauvrissement des sols, réduction de la superficie exploitable, bref, autant de dégâts aussi bien dangereux pour les animaux que pour l'homme. Sur l'environnement, vous aurez constaté que d'abord il y a le sol qui est impacté, et soit il y a des contaminations, soit c'est la structure du sol même qui est mise à l'épreuve, soit que la terre arabe a été exportée. Et donc du coup, c'est inexploitable. Et en plus de ça, il y a ces trous qui sont là, qui réduisent considérablement la superficie exploitable de ces sols. En plus de ça, il y a les trous que ça laisse, qui constituent effectivement des dangers tant pour les animaux que pour les hommes. Généralement, ça se passe à côté des agglomérations. Et lorsque le site est abandonné, voilà, vous avez des trous qui sont là, qui souvent sont remplis d'eau. Et donc, c'est le lieu de la prolifération de beaucoup de germes qui impactent beaucoup la santé humaine. Au-delà de toutes ces conséquences, se pose également le problème de la récupération du couvert végétal. S'il y a contamination, il faut travailler à décontaminer le site. Ensuite, il faut refermer les trous qui ont été ouverts. Ça demande un apport excessif de volume de terre. Et en plus de ça, il faut reconstituer le couvert végétal. Un long processus donc, et face à cette situation, l'ANIMAS, l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées, entend jouer la carte de la sensibilisation. L'ANIMAS n'a pas prévu de sanctions à la matière pour le moment, mais il faut savoir qu'il y a une des missions de l'ANIMAS est la restauration des sites qui ont été dégradés. Donc, je pense que d'ici là, il y aura une campagne sur le terrain où nous allons encadrer les orpailleurs et essayer de toucher un grand maximum d'orpailleurs à travers le territoire national sur la sensibilisation de l'utilisation des produits explosifs, sur la dégradation de l'environnement. Et le directeur régional en charge de l'environnement au Sud-Ouest d'en appeler au respect strict de la loi et à une collaboration de tous les acteurs pour stopper ce phénomène afin de protéger le couvert végétal.
Les 72 heures du musée des arts et savoirs Moussi de Bazoulé, une initiative du ministère en charge de la culture en collaboration avec l'ambassade du Japon. L'idée est d'offrir une visibilité à ce musée qui depuis 2012, date de son inauguration, peine à attirer du monde. La coopération japonaise promet également un appui sur le long terme à travers notamment des formations de guides. On en sait plus avec Siela Sina Ouattara et Nathalie Sawadogo. Le musée des arts et des savoirs Moussi de Bazoulé, qui tournait au ralenti depuis près d'une décennie, connaîtra bientôt une vitalité. Grâce à l'appui de l'ambassade du Japon, le ministère en charge de la culture s'est engagé à lui donner un nouveau dynamisme. Le processus de renaissance de ce temple de la culture Maga a été donné à travers des journées culturelles ce 8 mars. Pour construire ce musée en 2012, et depuis lors, il y avait une petite mal-communication entre la localité et les institutions centrales et notre ambassade. Et tous les gens ont se réunis. Et comment on peut présenter la propre culture de Bazoulé avec notre financement. C'est déjà des sentiments de joie, même de fierté d'avoir l'ambassadeur du Japon qui est l'un des partenaires, c'est d'avoir le ministère avec nous pour qu'enfin nous puissions en tout cas mettre en place un nouveau départ. C'est-à-dire la redynamisation des activités du musée qui constitue pour la commune un trésor. Comme je l'ai dit, l'art c'est la vie, c'est le quotidien, c'est toute une industrie. Donc il faut que mes parents, il faut que les chefs coutumiers, il faut que nos conseillers, il faut que toutes les forces vives comprennent que nous avons en tout cas hérité d'un musée que nous devons continuer à valoriser afin que le tourisme prenne un essor grandissant. Ce projet de redynamisation a permis de former 10 nouveaux guides aptes à l'accueil et à la communication avec le public, à la conception et au montage d'expositions, ainsi qu'à l'animation-gestion du musée. Des journées portes ouvertes et des animations culturelles vont ponctuer ces 72 heures du musée de Bazoulé. Ce dimanche marque le premier du temps de carême, 40 jours de privation pour les fidèles chrétiens de l'Église catholique, débuté le 6 mars dernier. Que signifie le jeûne chrétien? Sous quel signe celui de 2019 est-il placé au Burkina? Nathalie Sawadogo nous en parle. Le carême chrétien, c'est la période particulière pour les fidèles qui se préparent à la passion et à la résurrection du Christ à Pâques, et ce durant 40 jours. 40 jours, un chiffre symbolique venant des événements passés dans l'histoire du salut, notamment les 40 jours de déluge, 40 années que le peuple d'Israël a mis pour traverser le désert et aller à la terre promise, et 40 jours que Jésus a passé au désert avant sa vie publique. C'est un pèlerinage spirituel où on demande à chaque chrétien de renouer ses sources, de revenir aux sources par la prière, le partage et la privation, le jeûne. Donc c'est trois choses qu'on nous demande. Ce n'est pas que le jeûne. Et le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de nourriture. C'est se priver de beaucoup d'autres choses qui nous éloignent de Dieu et de nos frères. Parce que nous voulons nous rapprocher plus du Seigneur, nous voulons regretter nos péchés et travailler davantage à être bien, comme le Seigneur le veut. Voilà, c'est ça le carême. Alors c'est un saint temps, un bon temps, c'est bon temps, j'allais dire, de tristesse, mais au contraire c'est un temps de joie, parce que chacun veut revenir au Seigneur. Le Seigneur nous dit, je ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Alors c'est notre joie, c'est notre force, quand nous savons que notre Dieu est un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en grâce. Alors prions les uns pour les autres et efforçons-nous réellement, personnellement et communautairement, pour combattre tout ce qui nous éloigne de Dieu et de nos frères. Le début de ce pèlerinage spirituel est matérialisé ici par la mise sur le front des fidèles des cendres, un symbole qui évoque la représentation du péché et la fragilité de l'être.
Les 149 passagers et les 8 membres d'équipage du Boeing 747 de la compagnie Ethiopian Airlines sont tous péris ce dimanche matin. Le président de la compagnie a confirmé qu'il n'y avait aucun survivant suite au crash de l'avion qui assurait la liaison entre Addis Abeba et Nairobi au Kenya. Une trentaine de nations sont touchées par ce nouveau drame aérien. Un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé ce dimanche matin peu après le décollage. L'appareil qui effectuait la liaison entre Addis Abeba et Nairobi au Kenya transportait 149 passagers et 8 membres d'équipage. Il n'y a aucun survivant. L'avion s'est écrasé à une 60aine de kilomètres de la capitale, 6 minutes seulement après son décollage. Un centre d'information des passagers et un numéro de téléphone ont été mis en place. Pour l'instant, on ignore les causes de cet accident. Le Boeing 737-800 MAX était un appareil récent livré en 2018 à la compagnie. Algérie, alors qu'une grève générale a débuté ce dimanche pour contester la candidature à un 5e mandat du président Bouteflika, la question sur son retour est sur toutes les lèvres. Les observateurs restent prudents sur la question malgré le cortège qui a quitté ce jour l'hôpital suisse dans lequel le président algérien séjourne depuis quelques semaines. Abdelaziz Bouteflika est rentré en Algérie, ou du moins l'avion officiel censé transporter le président algérien fantôme a quitté ce dimanche l'aéroport de Genève et s'est posé sur un aéroport militaire au sud d'Alger. Abdelaziz Bouteflika aura été hospitalisé 2 semaines pour, officiellement, des examens médicaux périodiques. En Algérie, c'est une foule hostile et en colère qui l'attend de pied ferme. Non au 5e mandat, non au 5e mandat. Pas d'hôpitaux, pas d'écoles, pas de système éducatif, il n'y a rien, ce n'est que du vent. Je suis là pour que Bouteflika dégage et que le pays aille bien. Depuis 3 semaines, des centaines de milliers d'Algériens réclament l'annulation de sa candidature à un 5e mandat et la fin de ces 20 années de Bouteflika. À Marseille et Paris, des rassemblements ont aussi eu lieu, comme sur ces images place de la République à Paris. Macron complice, la France soutient d'un pouvoir assassin, pouvait-on lire sur certains panneaux. Lassina Sawadoko, bonsoir. Bonsoir Peggy Bedraogo. Alors on débute ce dimanche sport avec ce match nul qui vient de s'achever, Salitas FC face à Enugu Rangers. Oui, Enugu Rangers du Nigeria. Rangers, ok. Un but partout. Oui, beaucoup de frustration à l'issue de ce match face à Enugu Rangers du Nigeria. Peggy, on va donc voir les images de ce match. Les Nigérians, sachez-le, en infériorité numérique, parviennent malgré tout à ouvrir le score à la 35e minute par l'entremise de George Ifaini. J'espère que les images suivront le commentaire. C'était la stupeur générale du côté donc, du stade du 4 août, parce que là, Salitas, tu croyais avoir la recette pour ce match est obligé maintenant de courir après le score et va pouvoir remettre les pendules à leur pays à la 50e minute grâce à Ilias Sawadogo, un but partout. Et surtout, il y a un homme qui aura marqué cette rencontre. Il s'appelle Nana Bonsu, c'est le portier de Enugu Rangers. Il a fait échec à toutes les tentatives, de Salitas, et ce n'est pas faute d'avoir essayé en haut, en bas, au milieu, à gauche, à droite. Il a enrayé toutes les actions offensives de Salitas. C'était une muraille infranchissable cet après-midi. Donc Salitas tenu en échec et puis qui peut-être a compromis ses chances de qualification. Alors c'est vrai qu'on n'a pas les images, mais on va rappeler que le match était en direct sur la télévision du Burkina. Alors quel sort est réservé à notre représentant donc avant la dernière journée? Il faut savoir que dans l'autre match de ce groupe, un duel 100% en tunisien, le club sportif sfaxien a pris le dessus sur le club sportif du Sahel sur le score de 2 buts donc à 1. Le club sfaxien quasiment qualifié pour les quarts de finale. Salitas et Enugu, le club sportif du Sahel, peuvent toujours se qualifier. Peggy, pour le club burkinabé, ce sera grâce à un certain nombre de concours de circonstances qui passent dans un premier temps par une victoire dimanche prochain à Tunis face à l'État sportif du Sahel, et puis après on va se mettre à dire si et encore si pour pouvoir donc passer à l'autre. Tiens, on revoit enfin les images. Regardez, le premier but est marqué à la 35e minute. Le Nigérian prend le dessus sur Ismaël Zagré pour ouvrir le score, alors que Salitas jouait en supériorité numérique. Un but donc à 0 pour Enugu Rangers. Salitas dos au mur devra courir après l'égalisation. L'égalisation va intervenir à la 50e minute grâce à Ilias et Sawadogo, comme on le disait tout à l'heure. 50e minute, un but partout entre Salitas et Enugu Rangers.
Regardez donc cette action qui va suivre. Un coup franc de pure beauté, shooté par un garçon, Aboubakar Sidiki Traoré Peggy Ouedraogo. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Et oui, le gardien était là. Ouais. Nana Bonsu, il était là. Donc, pour faire échec, c'est une des actions qu'on vous a montré pour ce dimanche sport. Il y a beaucoup d'actions comme ça que le gardien a pu donc enrayer. Malheureusement, Salitas, qui avait besoin de victoire pour cette journée, devait se contenter du match nul. Et puis, rappelez-le, c'est le premier but de Salitas dans ces phases de poule de la Coupe de la Confédération. Salitas a désormais 4 points et devra aller batailler fort du côté de Tunis. Pendant ce temps, le championnat national, lui, est à sa 22e journée. Et puis, les jours passent et se ressemblent pour l'USFA. Oui, pour l'USFA, les jours passent véritablement, se ressemblent. Et c'est le FO qui tient enfin, Peggy, son match de référence face à l'USFA. Le FO s'est payé, oui, le scalp de l'USFA dans cette équipe, et surtout dans ce match, l'équipe militaire est en proie au doute, Peggy, il faut le dire, et a dû subir le diktat de cette équipe styliste. 7e minute déjà, Abdul Rahman Kwanda ouvre le score pour les bleus et blancs. Et puis, l'EFO va doubler la mise avant d'aller à la pause par Yannick Pougnongo. 2-0 pour l'EFO. La réduction du score va intervenir pour l'USFA. 2-1, malgré la présence de Aristide Bansé, l'USFA n'y arrive plus. Et puis sachez qu'il y a eu aussi un match de 2 buts partout entre l'AS Sonabel et le RCB. Un match de très belle facture. 2 buts pour Mousso Ouedraogo et ses poulains. 2 buts aussi pour Mamadou Bagué et ses poulains. Toutes ces images, tous ces commentaires, tout le classement, c'est pour demain pendant le magazine des sports. Et c'est à partir de 21h en direct sur la télévision du Burkina. Merci à vous, Lassina. C'est un plaisir. Merci également à vous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Dès demain, à 20h, une nouvelle équipe s'installe. Très bonne reprise à toutes et à tous.